Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast du bien-être, un espace où on parle de santé, on parle de bien-être en général et aussi d'assurance. Nous avons sur notre plateau aujourd'hui le docteur Wilhelmine Edouard. Docteur Edouard est dermatologue et avec elle, nous allons parler de la dermatologie comme un enjeu de santé publique en Haïti. Et bien entendu, j'ai aussi Émile Pantaleon, notre expert en assurance qui est avec nous comme d'habitude et lui, il va nous dire comment l'assurance accompagne ce type de patients. Mesdames et messieurs, bienvenue sur mon plateau. Un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Wilhelmine et M. Pantaleon, c'est toujours un plaisir. Comme d'habitude, merci Daphné. En tout cas, on est très content d'accueillir le docteur Wilhelmine Edouard. Je suis encore plus contente. Merci pour l'invitation. Donc, on va commencer par te laisser te présenter au public. Bon, je suis Wilhelmine Edouard, je suis dermatologue médico-chirurgicale parce que la dermatologie est hybride. Elle est médicale et chirurgicale avec plus de 8 ans d'expérience en milieu hospitalier et en cabinet privé. Et bien sûr, j'ai un penchant pour la dermatologie pédiatrique et la psychodermatologie. Wow. Mais je vois que sur les réseaux sociaux, tu es très active, tu as des vidéos à caractère éducatif que tu fais. Je sais aussi qu'il y a Skin Haïti, dont tu ne nous as pas parlé. Bien sûr, il y a un côté entrepreneur, bien sûr, avec Dr. Edouard. Je suis la fondatrice de Skin Haïti Skincare. C'est la première ligne de produits pour peau noire développée scientifiquement pour le climat haïtien. Et bien sûr, j'ai une initiative éducative pour les enfants, pour les aider à revaloriser leur peau foncée, renforcer leur estime de soi et bien sûr prévenir certaines maladies dans le futur, comme la dépigmentation volontaire. On dit que la peau, c'est comme le plus grand organe du corps. Mais par contre, très souvent, on limite ça un petit peu au côté esthétique. Donc, notre petit échange d'aujourd'hui, ça va surtout porter sur pour qu'on replace la dermatologie dans le cadre de la santé publique. Okay. Donc, pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a toujours un petit peu de sous-estimation de l'importance de la dermatologie? Je pense que c'est la peau. La peau, c'est l'organe le plus lourd, c'est le plus large. D'ailleurs, ça représente pratiquement 15% du poids corporel. Et la peau a tellement de fonctions, c'est l'organe que je préfère le plus. Clairement. Définitivement. Hein? Donc, ça a des fonctions, ça protège. Ça protège contre les éléments externes parce que ça crée une barrière. Ça a des fonctions de régulateur thermique. Il y a une partie où ça booste l'estime et l'identité de l'individu. Ça nous permet aussi de réguler la vitamine D, puisque nous en avons besoin pour encore booster notre système immunitaire. Ça a une fonction sensorielle aussi, ça nous permet de différencier le froid, le chaud, etc. Mais la peau a une partie où elle s'intègre dans pratiquement toutes les spécialités et elle rentre dans la santé globale. Comment? La peau parle, elle est dynamique, elle est active. Donc, peu importe ce que la personne traverse, que ce soit un enfant ou un vieillard, ce sera évident, ce sera visible sur la peau. Et c'est là que je parle de la psychodermatologie, par exemple. La peau nous dit, la peau s'exprime, la peau aussi, je prends rapidement un exemple de promiscuité qu'on a en Haïti par rapport à la situation où on a les déménagements. Donc, quand on a plusieurs personnes, on va dire une petite salle, on a plus de 15 personnes qui vivent dans cette salle. Donc, on a un plus haut risque de développer des infections. Et ces infections, chez un enfant, ça va créer un effet domino. Parce que ça va atteindre l'école, ça va atteindre la communauté. Et qui dit école-communauté, ça continue à fonctionner, ça marche. Et bien sûr, ça rentre dans un problème de santé publique. Oui. Mais là, tu avais évoqué que la peau parle, elle montre parfois des maladies qu'on a et que... Parce que je me rappelle avoir vu sur Internet une petite vidéo là où il y avait... Ça disait que, par exemple, quand tu as des problèmes pour le foie, il y a peut-être, si tu as des boutons au visage, que peut-être que quand ça apparaît sur ton front, c'est que tu as tel problème de l'intérieur, quand c'est sur ton menton, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, pour parler de la peau, il faut une approche holistique. C'est-à-dire, c'est pas seulement prendre la maladie en tant que telle, il faut prendre la maladie dans son ensemble. C'est-à-dire la nutrition, l'environnement et la personne dans son environnement aussi. C'est pas seulement... Juste, c'est une maladie qu'il faut traiter avec des médicaments. Il y a plusieurs aspects dedans. Maintenant, la façon dont tu parles, quand, par exemple, on a un bouton d'acné,
il y a plusieurs causes à l'acné. Et je vais loin avec la médecine chinoise, où on a pu déterminer qu'il y a certaines pathologies qui sont reliées à certaines parties du corps humain. Et on a pu déterminer que, par exemple, il y a certains boutons d'acné, si à certains endroits du visage, ça nous permet de nous retrouver vers les causes. Par exemple, si on a une acné, on a des boutons d'acné, dépendamment des boutons, bien sûr. Il y a les boutons inflammatoires qui sont extrêmement douloureux, qui font mal. À ce niveau, il y a une forte probabilité que ce soit une acné qui soit hormonale. À ce moment, on gère en pluridisciplinaire, c'est-à-dire c'est pas seulement le dermatologue, c'est le dermatologue, l'endocrinologue, l'interniste et le gynécologue qui gèrent cette maladie pour la personne. Mais pour Haïti, quels sont les cas dermatologiques les plus fréquents? Oh, il y en a tellement. Est-ce que tu veux par tranche d'âge? Ok. Oui, procéder par tranche d'âge. Pour les pathologies les plus courantes chez les enfants, c'est surtout les pathologies bactériennes, les infections bactériennes et les infections parasitaires. Je te donne un exemple pour chaque. Les infections bactériennes, je prends l'impétigo par exemple, qui est retrouvé facilement. C'est un gros nom pour une petite maladie. C'est une infection bactérienne qui se propage assez rapidement en milieu scolaire. On le retrouve le plus souvent en début d'année quand tous les enfants sortent des vacances et se réunissent. À ce moment, ils développent des boutons. C'est comme des cris de lésions élémentaires. On a pratiquement des lésions au niveau de la région péribuccale. Le plus souvent, ça commence là. Mais on a des boutons, c'est comme si il y a un pull en yo. Et ils ont éclaté rapidement. Et ils ont propagé sur tout le corps. Maintenant, c'est extrêmement contagieux. Tu t'imagines ton enfant qui n'avait rien sur sa peau, qui va à l'école. Exactement. on se fait des câlins, on se fait la bise et ton enfant retourne à la maison avec un impétigo et contamine ses frères et sœurs. Ça, c'est pour la pathologie bactérienne, par exemple. Maintenant, je prends la pathologie parasitaire. Et le plus couramment rencontré en Haïti, c'est la gale, la sarcoptose. C'est toujours hyper contagieux par contact humain. Donc, l'enfant va à l'école et te rapporte la gale à la maison. Maintenant, la gale va se propager aux parents, à l'église, au travail, exactement. Et ça dérange. Maintenant, c'est pour la catégorie enfantine, pour les pathologies les plus courantes. Maintenant, pour les vieux, c'est surtout les pathologies qui sont liées au système immunitaire. Parce qu'avec l'âge, on perd nos défenses naturelles. Donc, c'est surtout les pathologies bactériennes pour les adultes. Et pour les vieillards, pour les adultes, c'est surtout les pathologies inflammatoires. Quand je parle de pathologies inflammatoires, qui sont liées à notre style de vie. Le stress, par exemple, la diète qui est hautement inflammatoire, les fast-food, pizza. On n'a pas le temps de manger avant de sortir. On prend un petit café avec beaucoup de sucre. Donc, beaucoup de fromage, beaucoup de lait. Ce sont les pathologies qui sont plus inflammatoires et qui sont liées au stress pour la catégorie adulte. On a parlé de la promiscuité et des risques qui sont liés avec, mais qu'en est-il des problèmes d'hygiène? Parce qu'on sait qu'en Haïti, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne vivent pas dans des milieux assez salubres. La promiscuité est liée au problème d'hygiène et vice-versa. Parce que quand on est pour qu'une maison soit aérée, il faut qu'elle soit bien distribuée. Et il faut une quantité de personnes dans cette maison. Or, la plupart des maisons en Haïti, je ne suis pas ingénieure, mais je veux dire que certaines maisons ne sont pas assez distribuées et elles sont surpeuplées. C'est-à-dire que la quantité de personnes qui devraient être dans une chambre, ce n'est pas vraiment la réalité. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 10 personnes dans une chambre. 10 personnes dans une chambre de déplacement, la sécurité, la situation du pays. Donc, 10 personnes dans une salle qui utilisent probablement une seule toilette. On a un problème d'eau potable, pas forcément accessible. Donc, qui fait que l'impétigo qui aurait pu être géré facilement avec des préventions comme un lavage des mains régulier, on n'a pas accès à ça. Donc, ça va se propager. Donc, c'est ce qui fait que la promiscuité, le manque d'hygiène, le manque d'alimentation aussi, parce que la première chose à prendre en compte quand une maladie essaie de rentrer dans le corps, parce que c'est ce que je peux dire, c'est que ça essaie de rentrer dans le corps, c'est qu'il faut un système de défense inné. Maintenant, manque d'hygiène, promiscuité, alimentation qui n'est pas équilibrée, ça crée un terrain propice pour exactement les infections
Et à tout ça, est-ce qu'on ne peut pas aussi ajouter un déficit en termes d'éducation et d'information disponible aussi? Déficit, ça c'est la partie que Tu préfères? la partie que je préfère parce que il y a vraiment ce manque en Haïti. Il y a vraiment ce manque. C'est comme si je pouvais me plaindre littéralement, je dirais que on accorde beaucoup plus d'importance aux spécialités à caractère vital, c'est-à-dire la chirurgie, la cardiologie, la pneumologie, et je peux comprendre. Mais la dermatologie a tout aussi sa valeur parce qu'elle crée, avec l'effet domino dont je vous ai parlé, elle crée peut-être plus de dégâts et d'inconfort au niveau de la société. Donc, mais il y a toujours peut-être qu'il y a des personnes comme toi un petit peu qui font des efforts pour au moins essayer d'expliquer certaines choses aux gens, leur expliquer. Moi, je me rappelle la petite vidéo sur les oreilles pour pas mettre plume boule. Et puis, il faut éviter les Q-tips, etc. Donc, c'est peut-être ce genre de choses-là qui manquent aussi. Les gens qui connaissent effectivement comment les choses devraient se faire et qui les expliquent au grand public. Qui les expliquent au grand public avec un langage pour qu'ils comprennent, pour qu'ils ne se sentent pas jugés. Et aussi aller vraiment, surtout vers les enfants. Parce que je les considère comme des éponges. Et c'est fascinant quand mon fils ou ma fille m'apprennent certaines choses. À ce moment, je capte beaucoup plus rapidement. Et je pense que c'est la méthode, c'est l'approche que j'ai adoptée. Donc, c'est vraiment aller vers les enfants. On leur apprend, mais surtout aussi les adultes, par les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment des vidéos qui ne doivent pas être longues. Parce qu'il faut capter l'attention, ne pas donner trop d'informations et donner ce qui est vraiment essentiel. Donc, mais en fait, c'est que, si je comprends bien ce que tu dis là, c'est qu'il y a beaucoup de maladies de la peau qui en fait sont évitables, dépendamment de comment tu gères l'hygiène. Mais en fait, là encore, c'est que tu as beau faire prendre toutes tes précautions et toi-même, tu vis dans la société, tu vas quand même fréquenter des gens que ton enfant va à l'école et se frotte à d'autres personnes, donc les risques sont quand même toujours là, ce qui fait que c'est un problème en fait qui devrait concerner l'État en général. C'est un problème qui devrait concerner l'État, et l'État c'est nous, donc ça devrait te concerner, ça te concerne déjà, tu en parles, ça devrait concerner M. Pataléon, ça nous concerne, et c'est vraiment comprendre que la maladie de peau de ta voisine, c'est aussi, ça pourrait être ta maladie de peau. Parce que ça peut se propager rapidement. Donc, peut-être élaborer ou inciter certaines entités à promouvoir plus sur les sujets basiques comme le lavage des mains pour éviter les infections, le brossage des dents pour éviter les caries, tout aussi, même si ça n'a pas un rapport direct avec la peau. Mais c'est tout aussi important. C'est un tout. C'est un tout. Tu ne peux pas te décider que tu prends soin de telle partie de ton corps et de ne pas prendre soin du plus grand organe. Quand même. Définitivement. On dit ça justement que le corps, c'est un tout et que chaque chose compte. Mais justement, les problèmes qu'on a sur la peau, ça peut aussi avoir des problèmes sur notre état mental. Oui. Là, on rentre rapidement dans la psychodermatologie. La psychodermatologie, c'est une sous-spécialité de la dermato qui allie la psychologie et la dermatologie. C'est-à-dire que ça étudie les maladies dermatologiques qui ont un impact direct sur la psychologie et aussi et vice-versa, exactement. Et tu veux que je prenne un exemple rapidement? Mais là, moi, je trouve que ça va un petit peu dans les deux sens. Moi, je me rappelle que je t'ai vu en 2023 et là, tu me disais que c'était l'anxiété, le stress, c'est pour ça que j'avais tout plein de boutons. Mais au final, quand tu as tout plein de boutons et que tu dois les couvrir chaque matin aussi, ça te stresse. Donc, c'est comme... C'est un cercle vicieux. Malheureusement, c'est un cercle vicieux. C'est très difficile d'en sortir. Donc, est-ce qu'on peut voir dans quelle mesure... Alors, dans un premier temps, comment... ça peut générer des problèmes en termes de perception de soi. Et aussi, dans un second temps, comment l'anxiété et ces autres problèmes-là, des problèmes mentaux, peuvent avoir des répercussions sur la peau. Il y a un adage qu'on utilise en Haïti, visage ou c'est passeport. C'est pour vous montrer à quel point il y a un stress sur le paraître. Exactement, voilà. Et tu n'es pas un cas isolé. J'ai beaucoup de patients qui arrêtent leur activité s'ils ont des boutons sur leur visage.
Et aussi des patients qui ne sortent plus de chez eux ou qui rentrent dans un état de dépression sévère quand ils perdent leurs cheveux. Ouais. Donc, tout ça, parce que pour les femmes, leurs cheveux, c'est leur couronne, c'est leur fierté. Ouais. Donc, on enlève cette partie, elles sentent qu'elles sont diminuées. Donc, la partie psychodermatologie où les soucis psychologiques ont un impact sur la dermatologie et aussi les maladies dermatologiques qui ont un impact sur la psychologie de la personne. Je prends l'acné qui a un impact psychologique et je prends aussi le stress qui peut nous causer des pathologies dermatologiques comme le psoriasis ou d'autres pathologies que... Tu as raison, mais ce sont des maladies chroniques. En fait, le stress, il est bon en petite quantité. Ça nous booste. Par exemple, pour la présentation d'aujourd'hui, moi-même, j'ai eu un petit peu de stress. Mais au long terme, ça dérange. Parce que ça va créer, ça bousille le système immunitaire. Ouais. Et dès que le système immunitaire est bousillé, voilà les maladies. Ouais. Donc, mais là, même pour moi, même pour les enfants, ça a un impact. Moi, je me rappelle de ma jeunesse, quand j'étais vraiment enfant, j'avais des boutons sur les pieds. Maman a vraiment tout fait. On a vu 10 000 médecins, mais à un moment aussi, je ne voulais même pas aller à l'école parce que déjà, dans notre culture en Haïti aussi, l'homme qui a un bouton, il y a 10 000 noms pour lui. Oui. Donc, je devais faire face à ça à l'école chaque jour et c'était lourd. Et quand j'étais au primaire, c'était déjà lourd à cette période. C'est une forme de discrimination, en fait. Tu sais ça? Oui, parce que déjà qu'on attribuait, je pense en Haïti, quand les gens avaient des tâches, on disait qu'ils ont telle maladie, et là, ça déjà faisait une sorte de stigmatisation. Exactement. Ouais. Cette partie-là, on n'en parle pas, mais elle est très présente. Elle est très présente, ou peut-être par curiosité, surtout pour les enfants, par manque d'éducation pour les adultes, ou ils ne comprennent pas que certaines pathologies dérangent déjà la personne et qu'il faudrait mieux ne pas en parler ouvertement. Vous avez gros ces boutons sur le visage. Ouais. Je pense que j'ai raté ça, hein. Ou du moins, ouais, chevaux, petite boîte, tête ou bol. Donc, ce genre, la personne qui a déjà imbu de sa situation. Ouais. Tu sais, chaque matin, tu cherches que j'ai pour le couvrir. Et tu enfonces le couteau. Donc, je pense que là, c'est vraiment l'éducation. Vraiment l'éducation, l'empathie aussi, comprendre que, ok, peut-être que tu peux lui en parler, mais pas ouvertement. Ou bien, attendre que la personne ouvre le sujet. Et ne pas... Il y a des gens qui veulent bien faire, ils ont des conseils, ils veulent te dire, tu vas essayer ça ou ça. Mais par contre, la façon dont ils ont initié la conversation dérange. Et là, moi, je vais me tourner vers M. Pantaleon parce que justement, maintenant qu'on a conclu combien les problèmes de santé peuvent déranger, donc je voulais savoir comment l'assurance elle-même aborde ce volet. D'abord, je voulais remercier le Dr. Wilhelm Ménéloir parce que j'ai beaucoup appris et je pense que ça m'a permis de développer en tant qu'assureur une certaine sensibilité en plus. Et je pense qu'il y a eu cette évolution de notre côté, particulièrement moi-même personnellement. Il y a beaucoup de pathologies au niveau des assurances que c'est en discutant avec les médecins que j'ai compris toute l'importance que ce soit avec les gynécologues, on a compris l'importance de la prise en charge du suivi prénatal. Parce qu'au début, les assureurs ne couvraient pas le suivi prénatal. Et là, ça nous avait permis de comprendre que c'est un tout. Et la prise en charge de la grossesse commence dès le départ. Maintenant, pour les soins définitivement dermatologiques, il y avait vraiment une certaine, peut-être, sous-estimation. Voilà. Parce que généralement, on associait rapidement les soins dermatologiques à des soins esthétiques. Et l'assurance va vous dire, on ne couvre pas les soins esthétiques. Si vous regardez généralement dans les réseaux de médecins prestataires et des compagnies d'assurance, vous allez voir très peu de dermatologues. Parce que c'est comme quoi c'est une partie qui est un peu négligée ou c'est réellement quand il y a quelque chose qui est visible et qui dérange et qu'on va prendre en charge. Mais je dois dire globalement, les assurances couvrent les soins dermatologiques, que ce soit les visites, mais aussi dès qu'on rentre dans certains actes médicaux, je pense que les assureurs, on va être très
précautionneux pour regarder est-ce que c'est un côté esthétique qu'on est en train d'adresser ou un côté médical. Par exemple, quand il y a des poussées d'acné où il faut faire un traitement, on va s'assurer de couvrir tout ce qui est médical. Dès qu'on rentre dans des pommades, des crèmes pour un petit peu éclaircir la peau, on va dire... Alors que si je traite les acnés et que maintenant que les boutons sont guéris, comme on se dit, mais à un certain moment, il faudra éclaircir, sinon j'ai tout plein de points noirs sur le visage. Exact. Mais par contre, c'est comme si le côté médical est déjà adressé. Maintenant, dès qu'on rentre dans des médicaments pour éclaircir un peu, c'est comme si on rentre dans un domaine vraiment beaucoup plus esthétique. Mais si on prenait l'exemple de quelqu'un qui s'est brûlé au visage. Donc, il y a le traitement, mais après, une fois que les blessures seront guéries, il peut y avoir des taches. Définitivement. Il y a les cicatrices. Il y a les cicatrices. Et là, je dois dire que les compagnies d'assurance, oui, nous couvrons. Dès qu'il s'agit d'accidents, nous couvrons pratiquement pas seulement les visites, les soins médicaux, mais aussi les soins chirurgicaux. Parce qu'il y a beaucoup de chirurgie parfois qu'il faut faire. Qui se blessent au visage. Il y a aussi, on couvre les cas de kéloïdes. Les kéloïdes, une cicatrice dont on est dans gauche aérodienne, ils font gros couche, etc. Donc, on couvre ça. Et ça peut être au niveau du visage ou n'importe où à travers le corps. Donc, on les couvre. Donc, il y a les soins, effectivement, chirurgicaux, il y a les soins médicaux. Et ce qu'on évite et qu'on scrute à la loupe quand on a une réclamation, c'est le côté esthétique. Mais globalement, je dois dire que il y a cette sensibilité-là que j'ai compris un peu plus parce que il y a beaucoup de maladies et effectivement, les impétigos, d'autres maladies, surtout lors des entrées scolaires. Donc, on reçoit beaucoup de réclamations et là, c'est important. C'est important parce que ça peut entraîner rapidement un problème de santé publique. Mais aussi, étant donné que maintenant, la santé ne reste pas uniquement dans la santé physique, mais ça rentre aussi dans la santé mentale. C'est effectivement un bien-être total. Donc, je comprends le côté dermatologie. Et, en tout cas, merci de nous l'apprendre. Donc, je pense que définitivement, il faut lier beaucoup plus ce côté au traitement médical. Parce que si vous n'abordez pas ce côté psychologique, eh bien, la démarche thérapeutique, la démarche médicale ne va pas donner des résultats. C'est pour ça, aujourd'hui, les compagnies d'assurance acceptent de couvrir des séances de psychologie. Parce qu'on comprend que ça vient pour supporter, pour compléter. Parce que sinon, vous n'allez pas en sortir. Vous allez continuer à prendre des médicaments sans avoir des résultats. Parce qu'il faut adresser ça de manière psychologique pour appuyer le traitement médical et ça va aller beaucoup plus rapide. Moi, je me rappelle quand j'ai vu Wilhelm en 2023, il me disait qu'on a fait les tests, j'ai vu mon interniste, on a fait tout plein de tests, mais qu'il n'y avait rien. Il me dit que c'est le stress. Et moi, je me dis, je vis en Haïti, qu'est-ce que je peux faire contre le stress? Mais bon, au moins, maintenant, mon visage est très bien, je vous l'assure. Ça, c'est bien. Mais il y a d'autres choses aussi qui affectent aussi beaucoup le mental. Les gens, d'autres maladies de la peau, il y a le vertigo, il y a l'alopécie qui est vraiment... Il y a l'alopécie. Et si je veux abonder dans ce sens, la dermatologie médicale et esthétique, parfois la limite est floue. Oui, c'est là que je voulais aussi en venir. C'est pour ça qu'on doit scruter à la loupe. Parce que... Et aussi, il y a une modernisation des traitements en dermatologie maintenant. Parce que avant, c'était peut-être des crèmes, des préparations magistrales. Les préparations magistrales, ce sont des formules que les dermatologues écrivaient, puis formaient, puis inventaient. OK. Et avec des pharmaciens? Avec des pharmaciens. Et les patients, pratiquement, les utilisaient. Mais avec la modernisation de la dermatologie, les dernières technologies, par exemple, si je prends l'un des traitements dont on parle assez souvent pour le traitement de certaines alopécies, pas de tous, c'est le PRP. Le PRP, c'est les plaquettes riches en plasma, où on utilise un procédé pour faciliter non seulement la repousse des cheveux chez cette personne, et permettre aussi une maintenance. Parce que ce n'est pas nécessairement faire pousser les cheveux doivent rester aussi. L'assurance ne couvre pas ça. Ouais. Parce que ça rentre dans l'esthétique. Ouais. Or, ça fait partie quand même du traitement moderne de certains types d'alopécie.
Ouais. Je voulais juste te demander, c'est qu'est-ce qui est considéré comme esthétique maintenant quand on parle de dermatologie esthétique, quelle procédure, L'esthétique, c'est tout ce qui fait que c'est ça, c'est flou. L'esthétique, c'est tout ce qui fait que tu te sens bien dans ta peau. C'est tout ce qui fait que tu rajeunis de façon... Bon, ça dépend. On peut utiliser des produits, mais moi, c'est la façon la plus naturelle que possible. Ça, c'est mon approche. L'esthétique, c'est avoir 80 ans et paraître 40 ans. Ouais. Donc, l'esthétique, c'est aussi booster l'estime de la personne. C'est-à-dire une personne qui se brûle, comme on l'a dit tantôt. C'est trouver la méthode la plus efficace pour limiter l'apparition des cicatrices pour cette personne. C'est vraiment aider la personne à se sentir bien physiquement, mentalement. C'est son passeport quand même, sa peau. C'est son passeport. Parce que des fois, quand je suis des dermatologues sur Internet et je remarque qu'il y a certains traitements, comme par exemple, dans le temps, les gens qui portaient de grosses boucles d'oreilles, il y avait des déchirures. Il y a des déchirures au niveau des lobes. Et il y a les problèmes d'acné, il y a des gens qui font du botox. C'est beaucoup de choses que je vois que surtout les dermatologues à l'étranger font. Est-ce que ces services-là sont disponibles aussi en Haïti? Ces services sont disponibles en Haïti, ils sont disponibles à ma clinique. Je parle de botox. Le botox a une partie médicale et esthétique. Esthétique, mais c'est avant, botox, ça dépend du botox, les gens te regardent. Non, mais pas ça me demande pour le botox. Je pense que c'est avec les réseaux sociaux, les gens s'éduquent, les gens font des recherches. Ce ne sont plus des patients qui ne savent vraiment rien. C'est médical patients... aussi, il y a un côté médical là-dedans? Yes. L'esthétique, le botox, c'est esthétique quand on parle des rides. On veut enlever les rides du front, les rides au niveau des pattes droits et tout ça. Sous les yeux. Non, sous les yeux, en ce moment, ce sont les fillers pour enlever les creux. Mais c'est médical quand on doit traiter certaines pathologies migraineuses. OK. Donc, ça veut dire que tu as tout le temps des migraines. Et il y a des patients migraineuses, ce sont les injections de botox qui aident. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont ce qu'on appelle le bruxisme. Au niveau de la mâchoire, c'est comme s'il y avait comme une fixation de la mâchoire. Le botox aide. À ce moment, c'est pas esthétique, c'est médical. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait aborder ce sujet avec les assurances? Les assurances. Je pense que ça va venir. On devrait t'appeler au téléphone. Mais je pense que ça va venir. Ça va venir. Très bien. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que au niveau des assurances, ça évolue. Que ce soit à l'étranger aussi, on voit il y a beaucoup de choses au départ qu'on n'acceptait pas et maintenant qu'on accepte et même aux États-Unis, maintenant fasse sortir des notes appuyées avec des recherches scientifiques pour prouver que désormais il y a telle chose que la sécurité sociale, que les assurances vont couvrir. C'est bien, c'est très bien. Mais en termes de technologie, il y a des choses que tu penses qu'il manque encore en Haïti? Ah ouais? On manque. Je pense que des efforts ont été faits, mais on a quand même beaucoup de manques. On a beaucoup de manques. Par exemple, j'ai fait une formation en lasérothérapie. Ce sont les lasers, que ce soit pour enlever les poils pour les gens, que ce soit pour enlever les tatous. Et il y a différents types de lasers. Mais ça demande un coût quand même. Ça demande un coût parce que les lasers sont extrêmement chers. On a un problème d'électricité chronique en Haïti qui fait que ce sont des appareils qui sont très sensibles aussi. C'est-à-dire que les coupures d'électricité, ça dérange. Et on n'a pas forcément des techniciens pour la maintenance de ces appareils. Donc, ce sont des appareils l'investissement est à risque très élevé. C'est-à-dire, on prend le risque, on amène l'appareil. Déjà, pour le transport, c'est difficile. Pour la clairance douanière, c'est une autre chose parce que ce sont des appareils qui n'existent pas vraiment dans le système. Et maintenant, il faut maintenir soi-même et éviter qu'il y ait soit des coupures d'électricité, soit des problèmes, quoi que ce soit. Parce que ça va demander qu'on peut-être amène un technicien. Et le plus souvent, on préfère laisser tomber l'appareil parce que ça coûte des fois très cher pour faire rentrer quelqu'un pour réparer. Et le fait que l'appareil soit coûteux fait que les soins aussi, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte un petit peu plus cher. Un petit peu. Pendant qu'on parle justement de soins qui coûtent
qui sont chers. Je voudrais aussi revenir sur le fait, c'est quelque chose dont on a parlé à plusieurs reprises ici. Il y a, en fait, très souvent, il y a beaucoup de services qui sont disponibles en Haïti, mais ils sont disponibles à Port-au-Prince. Et déjà que la dermatologie qui est déjà traitée par un pauvre, on s'imagine bien qu'il y a certains soins qui ne sont pas forcément disponibles en province. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour adresser cela? Ok. Personnellement, je dis toujours que quand on veut résoudre un problème, on commence à voir nous-mêmes ce qu'on peut faire. Ouais. Ce que je fais dans ma pratique, je fais ce qu'on appelle la télédermatologie. La télédermatologie, c'est quand on s'ajuste pour faire des consultations à distance. Et non seulement je fais avec l'international, mes patients qui ont migré soit vers les États-Unis, le Canada ou la France, mais je fais aussi avec la province et ce qui m'aide beaucoup, c'est vraiment le smartphone. C'est-à-dire que dès que la personne arrive à me donner une photo claire, la plupart du temps, j'arrive à gérer le diagnostic pour la personne et j'arrive aussi à faire le suivi, même à distance. Maintenant, en termes de coûts, la dermatologie, c'est ce que j'aime avec la dermatologie. Un bon dermatologue, c'est vraiment comment jongler le prix pour les patients parce que on a toujours une approche qui est rapide, qui est plus coûteuse et on a une approche qui prendra peut-être plus de temps, c'est-à-dire, mais c'est bien sûr éclairer le patient, c'est-à-dire voilà les protocoles de traitement que nous avons. Avec ce protocole, bien sûr, à la pointe de la technologie, on va utiliser des appareils, ça va aller plus rapidement. Mais aussi, on a l'approche que nos aînés utilisaient, qui fonctionne, comme si ça fonctionne encore. Ça peut prendre peut-être plus de temps, mais ça fonctionne et des fois, c'est moins coûteux. Je pense qu'en Haïti, c'est vraiment important de gérer les poches des patients. Et je pense que c'est ce qui fait un bon médecin. C'est pas seulement OK, tu viens, je te donne un bill exagéré. Et puis la personne me dit, OK, je reviens, mais docteur. Mais c'est vraiment. Elle ne peut pas acheter les médicaments. Ou du moins, entamer un traitement et laisser en cours de route. C'est vraiment aborder le patient et trouver la meilleure approche pour la personne. Bon, c'est ici que je vais mettre un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de te laisser partir, Dr. Edouard, je voudrais que tu nous donnes un petit peu des recommandations pour avoir une peau saine. Je ne peux pas faire une routine de 10 étapes parce que le soir, je suis fatiguée. Donc, des choses simples que quelqu'un peut facilement incorporer dans sa vie. La routine de 10 étapes, je n'aime pas trop. Parce que tu ne vas pas être consistant avec ça. Tu ne vas pas être consistant, c'est aussi coûteux. Je dis toujours que la santé de la peau commence avec ce qu'on mange. Donc, avoir une alimentation saine. Quand je dis une alimentation saine, je dis, est-ce qu'on a la pyramide alimentaire qu'on nous a montrée, si on pouvait juste la tourner, c'est-à-dire mettre les fruits et les légumes en maximum. Sommet. Ensuite, les protéines, parce que ça nous aide à nous reconstruire, et aussi les graisses en toute petite quantité. Il y a aussi la santé mentale. La santé mentale, c'est vraiment la formule que chaque personne trouve qui lui va. Pour moi, je médite beaucoup et je prie beaucoup. Ça me permet de faire face aux situations actuelles du pays. Mais chaque personne a sa façon de voir les choses. C'est aussi gérer son environnement. Quand je dis gérer son environnement, c'est gérer le stress, mais c'est aussi gérer son entourage. Parce que je vais me créer des ennemis là. Pas tout le monde peut être ton ami. Et ça aide aussi à la santé mentale. Parce que des fois, tu rencontres quelqu'un, le poids émotionnel que cette personne t'emmène peut gâcher ta journée. Donc, c'est vraiment choisir son entourage. Donc, si je peux résumer rapidement, c'est l'alimentation, l'environnement, la gestion du stress, la gestion de sa santé mentale aussi. Parce qu'il faut vraiment prioriser sa santé mentale. Elle est primordiale. Et mon éducation va passer comme mieux. Parce qu'il y a toujours cette partie qu'il faut hydrater sa peau, etc. Mais j'entends d'autres personnes qui disent qu'il ne faut pas faire ça. Bon, pour moi, une routine idéale, c'est vraiment un nettoyage doux et spécifique à son type de peau, parce que chaque personne a un type de peau différent. C'est l'hydratation. Elle est très importante, que tu sois mâle ou femelle. Parce qu'on a un environnement qui est chaud et humide.
Donc, nous avons besoin d'hydratation. L'hydratation, c'est pas l'huile, c'est de l'eau. On a besoin d'eau. On a besoin de boire beaucoup d'eau, mais on a besoin d'acide hyaluronique en termes d'ingrédients. Je ne vais pas rentrer dans tous les ingrédients. On a besoin d'acide hyaluronique, on a besoin de niacinamide dans notre routine. Et la troisième chose, c'est la protection. On a les rayons UV du soleil qui peuvent, à la longue, nous causer des cancers. Et les cancers de peau sont très présents pour les peaux noires. On a beau penser que c'est pour les... Pendant beaucoup de temps, on a cru que les noirs n'étaient pas affectés par... Exactement. Oui, parce qu'on a une barrière naturelle C'est faux. de notre pigmentation. C'est faux. On a peut-être une barrière qui est un peu plus élevée, mais qui n'est pas totalement blindée. Donc, il faut quand même une protection solaire et je conseille un SPF 50 et un PA++. Je sais que ça paraît flou. SPF 50, PA++. Le SPF, c'est Sun Protecting Factor. Donc, ça te protège. Et le PA, c'est le Protecting Factor de l'élément A. Donc, ça protège contre les UVA et UVB. Ultraviolet, Ultraviolet A, ultraviolet B. Ultraviolet A, ultraviolet B, les deux vont agir dans le vieillissement cutané et dans l'établissement des taches et les brûlures de peau. Donc, quand on se protège contre ces éléments, donc, ça on nous arrive permet à d'avoir garder une peau... moins de taches, moins de ridules, une peau plus éclatante. Okay, merci, Dr. Edouard. Et je vais vous dire, M. Patagnon, qu'on espère qu'il y aura beaucoup plus de dermatologues sur la liste. Définitivement, peut-être je devrais aller passer un peu plus de temps avec le Dr. William Edouard pour apprendre un peu plus. Et là, comme je l'ai dit toujours, c'est tout le secteur de l'assurance qui probablement pourra grandir en apprenant davantage sur l'importance de la dermatologie et comment mieux accompagner nos patients. Donc voilà, merci Daphné d'avoir invité Wilhelmine et ça nous a permis aussi d'après de faire bouger un peu le secteur de l'assurance en Haïti. Oui. Merci Dr. Edouard, merci M. Patagnon et merci à vous tous qui avez suivi cet épisode. Moi je suis Daphné Valsin et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.